Géopolis Télévision, dans les profondeurs de l'économie africaine. Tout de suite, le journal. Une maladie d'origine inconnue a fait 27 morts à Pandi, dans le Congo, et a affecté près de 380 personnes. Que sait-on déjà de cette maladie? La réponse dans ce journal. Lutte contre le banditisme urbain, la police multiplie les patrouilles et les arrestations de Kuluna. 22 d'entre eux ont été présentés à la presse ce jeudi. Et à l'international, la politique monétaire américaine de 2022 a renforcé le dollar, rendant le remboursement de dettes en devises étrangères plus coûteux que le pays en développement. Voilà, c'était le sommaire de ce journal. Bienvenue dans cette grande édition du journal télévisé. Il est 19h à Kinshasa et 1 heure de plus dans la partie est du pays. Je suis très heureuse d'être là pour vous faire cette livraison d'informations. Comme je l'ai informé dans le sommaire, c'est jeudi 5 décembre 2024. Le ministre de la Santé publique, Hygiène, Prévoyance sociale, le docteur Samuel Roger Kamba, a tenu une conférence de presse au Salon Bleu de l'immeuble du gouvernement pour faire le point sur l'apparition d'une maladie non encore identifiée dans la zone de santé de Pandi, située à 417 km de Kenge, dans la province du Congo. Le détail avec Domomat et Giscard Tamba. La maladie aurait émergé fin octobre 2024. À ce jour, 27 décès ont été rapportés dans les centres hospitaliers, dont 10 dus à un manque de transfusion sanguine. La communauté locale a signalé quant à elle 44 décès supplémentaires, portant à 382 le total des cas confirmés. Dès l'alerte, a dit le ministre de la Santé et le docteur Samuel Roger Kamba, une équipe a été envoyée pour une première évaluation de la situation. Depuis, une autre évaluation a été effectuée et les résultats des tests en laboratoire sont encore attendus. En attendant, l'hypothèse d'une grippe saisonnière sévère semble émerger, tandis que celle de la Covid-19 est pour le moment écartée. Ce n'est pas Covid, parce que Covid n'a pas ce taux de mortalité. Cependant, c'est dans une zone où les gens sont très fragiles. Donc ça peut aussi être possible que ce soit un virus de ce type-là sur des personnes fragiles. Est-ce que c'est un autre germe? On ne le sait pas encore. On va le savoir très rapidement. En tout cas, avec tous les experts avec lesquels nous discutons, il nous semble que c'est quelque chose que l'on peut éventuellement contenir localement si nous avons la confirmation de ce qui se passe. Est-ce que c'est une grippe? Tout ce qu'on peut dire, c'est que nous sommes dans la période saisonnière où la grippe frappe. Et à Kinshasa, il y a beaucoup de cas de grippe qui sont documentés. Et tout ce que je vous dis là, c'est les résultats que nous discutons avec l'INRB parce que c'est prélevé. Et on se pose la question, est-ce que ce n'est pas la même grippe, mais dans une zone très fragile? Donc on se pose cette question-là, on regarde. Et si, dès qu'on a les résultats, j'espère qu'on va les avoir aujourd'hui, demain ou après-demain, en ce moment-là, on pourra préciser et prendre les mesures adaptées. Le ministre a réaffirmé l'alerte maximale et la prise des mesures rapides dès la réception des résultats, a souligné le docteur Samuel Roger Kamba. Une stratégie sera définie pour maîtriser la situation. Nous attendons le résultat de ce prélèvement. J'ai dit que ça va à Kikwit, parce que la zone de santé est très très éloignée. Elle n'a pas un laboratoire, elle, dans cette zone de santé, capable de nous donner des éléments qui puissent nous répondre. Mais maintenant, les échantillons ont été prélevés, on va avoir des résultats et ça nous permettra de savoir effectivement quelle est la meilleure stratégie à faire. Profitant de l'occasion, le ministre de la Santé, Dr Samuel Roger Kamba, et le directeur de l'Institut national de santé publique, Dieudonné Mwamba, ont fait le point sur l'épidémie d'Mpox qui semble se stabiliser. De près de 800 cas à la 48e semaine, le nombre est descendu à 400 à la 49e semaine. La RDC, ayant participé à une conférence sur la lutte contre cette épidémie à Brazzaville, a amélioré sa stratégie de vaccination.
La deuxième phase de vaccination débutera la semaine prochaine dans les 6 provinces concernées. La santé n'a pas de prix, la santé est primordiale. Pour en parler, nous avons un intervenant dans ce journal. Il s'agit de Don Momat, journaliste à Géopolis Télévision. Bonsoir Momat. Bonsoir madame. Voilà, que dire de plus sur cette maladie non encore identifiée? C'est déjà peut-être les symptômes pour en comprendre un peu plus ou mieux pour essayer de comprendre certaines questions soulevées par qui s'est posé le ministre de la Santé dans les reportages que nous venons de suivre. Oui. Parce que parmi les symptômes de cette maladie qui n'est pas encore identifiée et qui a déjà fait 27 morts dans la zone de santé des Panzi, nous sommes là à 407 km plus ou moins de Kengue et affecté près de 382 personnes. Parmi les symptômes, donc on note le nez qui coule, la toux, la fièvre, Oui. le maux de tête, des courbatures. Et ce sont des symptômes qui renvoient à une grippe saisonnière. Et selon les explications du ministre, donc, il peut s'agir, selon les informations jusque-là à leur possession, il peut s'agir donc d'une grippe saisonnière, mais sévère. Puisque, comme vous l'avez peut-être suivi là, Panzi, c'est une zone de santé qui est très vulnérable. On a par exemple constaté que parmi les personnes qui sont les plus touchées, ce sont des enfants, au moins 40%. Or, on sait que là, la malnutrition frappe plus ou moins 61% des enfants. Et donc, il se peut que ces conditions-là aient favorisé ou aient mis les gens dans des situations où ils succombent assez facilement d'une simple grippe saisonnière que nous attrapons ici à Kinshasa, surtout pendant cette période de décembre où nous serons un peu au pic. Voilà, est-ce que la RDC est-elle préparée pour y faire face? Il faut dire que en ce moment, par exemple, la RDC fait face à plusieurs épidémies, choléra dans le Katanga, le Kasaï. Ce qu'on voit le plus, c'est l'épidémie de Mpox. Oui. Aujourd'hui, dans la partie est, non seulement, mais aussi dans le Sankourou, l'Équateur et autres. Oui. Le pays fait face à plusieurs épidémies. Et avec les changements climatiques, la déforestation, il faut s'attendre à ce qu'il y ait de plus en plus d'épidémies. Et justement, on peut, à juste titre, se poser la question de savoir si le pays peut faire face aux épidémies. Ce qui est vrai que, pour le moment, on fait ce qu'on peut, donc on tient quand même le coup, mais à la longue, s'il n'y a pas une politique qui est bien développée, avec les épidémies qui risquent d'être fréquentes, vous savez, dans les provinces, par exemple, là où la grippe est en train de frapper, ou la maladie non encore identifiée est en train de frapper, il n'y a pas de laboratoire, il faut faire 2 jours de route, dans une zone où, quelque part, il faut quand même souligner, il y a des endroits contrôlés par le Mobondo. Tout ça montre un peu la fragilité de notre système de santé. Et dans les cas où les épidémies s'est multipliées et prenez du temps pour être éliminées, à un certain moment, on risque de ressentir davantage ce poids-là sur la santé de nous tous. Voilà, je crois que nous reviendrons vers vous une fois que la maladie sera identifiée. Merci à vous pour ces précisions. C'est moi qui vous remercie. Nous poursuivons ce journal. Au-delà des enjeux sanitaires, la sécurité publique reste une priorité pour les autorités, comme en témoigne l'annonce récente des arrestations de bandits urbains à Kinshasa. Le commissariat urbain de la police de Ngaba 2 a présenté ce jeudi 5 décembre 2024 22 présumés bandits urbains surnommés Kuluna, arrêtés lors d'une opération menée dans la nuit de mercredi à jeudi dans cette zone de la capitale congolaise. Don Momat pour plus de détails. Selon le commissaire supérieur adjoint Jacques Samakonga, cette opération a été menée sur instruction du commissaire provincial dans le but de protéger la population, notamment à l'approche des fêtes de fin d'année. Le commandant urbain de la police a présenté le malfrat arrêté à la police mercredi en présence des autorités municipales. Cette initiative a été saluée par le bourgmestre de la commune de Ngaba, Aimé Lolinga, qui a promis de renforcer les moyens alloués à la police de sa juridiction afin de mieux maîtriser le criminel urbain qui continue de semer la terreur parmi les habitants. Je tiens à remercier le travail fourni par la police territoriale de la commune de Ngaba. Excellent travail, continuez à être aussi performant et on va tout faire
pour que vous ayez plus de moyens pour mieux défendre encore la population contre ces inciviques, ces criminels, ces assassins. Il convient de préciser que la police a multiplié ces derniers temps le patrouille et plusieurs Koulouna ont été arrêtés. Le ministre de la Justice a promis de faire appliquer la peine de mort à ces bandits urbains et a annoncé leur transfèrement vers des prisons sécurisées en dehors de Kinshasa. Dans le domaine de la justice, un tournant décisif dans l'affaire Kamwina Sampou, un personnage clé à des violations de droits humains, a été arrêté par les autorités Kabodi Tunka, accusé des crimes et autres actes de violation de droits de l'homme, devra faire face à ces accusations. Son arrestation est saluée comme une étape importante pour mettre fin à l'impunité autour de la tristement célèbre affaire Kamwina Sampou qui a endeuillé plusieurs familles dans le Kasaï central entre 2017 et 2018. Plus de détails avec Gigi Nende. Itunga, autoproclamé généraliste et ancien chef de la milice du chef coutumier Kamwina Sampou, marque un tournant important dans la lutte contre l'impunité et la violence en République démocratique du Congo. Capturé le 4 décembre 2024 au village Chionga, alors qu'il se rendait au marché pour s'approvisionner en nourriture, Ditunga a été intercepté par les services de sécurité qui avaient été informés de son déplacement. Son parcours criminel est marqué par des actes de violence extrême, notamment l'assassinat brutal d'inspecteurs de l'éducation en 2017, dont les corps n'ont jamais été retrouvés. Les images violentes de ses actions passées, notamment celles où il danse autour des têtes humaines avec ses miliciens, témoignent de la brutalité de ses actes. L'arrestation de Ditunga pourrait apporter un certain réconfort aux familles des victimes qui ont souffert de ces atrocités. Selon des défenseurs des droits de l'homme à Kananga, cette action des autorités pourrait également être un signe fort contre l'impunité et une étape vers une grande justice dans la région. Alors que le pays continue de faire face à des défis de sécurité, cette arrestation soulève des espoirs pour une réconciliation et une stabilisation durable. Parlons diplomatie dans ce journal. Ce jeudi 5 décembre 2024, la vice-ministre d'État aux Affaires étrangères, Gracia Mbakazadi, a reçu en audience Joachim Wawerka, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Royaume de Suède. Ils ont échangé sur l'actualité en République démocratique du Congo, notamment la question du processus de Luanda qui, selon le diplomate suédois, avance dans la bonne direction. Ils ont également discuté de stratégies pour faire évoluer la coopération bilatérale et de développement avec la Suède. Ces bailleurs de fonds et partenaires de la RDC et porteurs d'une enveloppe de 350 millions de dollars. Je vous propose de suivre l'ambassadeur du Royaume de Suède au sortir de l'audience. Sur les questions actuelles en ce qui concerne le processus Luanda. Moi, j'ai eu l'occasion de féliciter la RDC pour le fait que le processus est en train d'avancer dans une bonne manière, selon nos impressions. J'ai eu l'occasion d'avoir cette confirmation que c'était un processus qui marche bien maintenant. C'est une bonne chose pour la RDC, pour la région, et aussi pour, je pense, pour le monde en gros. La Suède, en tant que membre de l'Union européenne, on est vraiment aussi un partenaire dans cette entreprise. Donc, on est content qu'on a un envoyé spécial pour les Grands Lacs, qui est aussi une expression d'une volonté de l'Union européenne de faire une contribution positive au développement. La Suède est un partenaire de la RDC et en tant que grand bailleur de fonds, et ici on est un partenaire, donc on a un programme, une stratégie de la coopération au développement avec la RDC de 350 millions de dollars pour 5 ans. Et c'est une stratégie qui vise à soutenir la RDC sur son parcours à un avenir plus prospère. Et c'est un partenariat qui est bien pour la Suède, bien pour la RDC. Et on est maintenant en train de faire une évaluation de cette stratégie qui vise aussi à
prendre le premier pas pour la stratégie à venir dans les années de 2026 à 2030. Une brève dans ce journal, l'actualité politique est marquée par le soutien notable du MLC. Le parti cher à Jean-Pierre Bemba exprime son soutien à l'initiative du président de la République visant la révision ou le changement de la Constitution. Un communiqué du secrétaire général de ce parti souligne que l'initiative de la réforme constitutionnelle est porteuse d'une transformation institutionnelle profonde et s'inscrit dans la volonté de construire un état de droit fort et capable de répondre aux aspirations légitimes de la population congolaise. La prise de position du MLC intervient un jour après une émission du VPM Jean-Pierre Bemba, président de ces partis, durant laquelle il ne semblait pas totalement fixé sur le projet porté par Félix Tshisekedi. Dans cette même dynamique, des professeurs de droit ont animé une conférence débat à l'université de Kinshasa pour apporter un éclairage scientifique sur les enjeux juridiques liés à la réforme constitutionnelle dans le but de nourrir un débat qui agite la société. Patrick Ilunga et Giscard Tamba étaient sur place. S'enflamme autour de la révision ou le changement de la Constitution, que dans l'arène politique, chaque acteur y va de son interprétation. Le Congolais lambda se perd un peu. Dans ce champ de tir croisé, tout est dit. La question de la réforme constitutionnelle est-elle une nécessité pour la société congolaise? Est-ce une question purement politicienne? Comment s'extirper du débat populiste pour appréhender cette question dans toute sa complexité? Le think tank des enseignants de droit dit vouloir poser un regard scientifique sur une question largement discutée dans la société. En tant que juriste, c'est normal qu'à un moment, on puisse réfléchir sur la question qui se pose. Il était question de réfléchir sur l'adéquation entre l'ordre constitutionnel et les mutations sociales. Et ça nous a emmené évidemment à discuter de la question brûlante de l'heure en rapport avec la révision ou le changement de la Constitution. Et l'accent a été mis sur la nécessité d'élever le débat. C'est vrai que le débat populiste est important parce que si on va au référendum, c'est tous les citoyens qui vont voter, mais à un moment, il faudrait relever le débat au niveau académique pour arriver à voir toutes les perspectives. L'ordre constitutionnel face aux mutations de la société, du populisme au discours académique, sont les thèmes choisis pour cette conférence débat. Le professeur Christian Kabange appelle à faire la différence entre débat d'opinion et regard académique dénué de toute idée partisane. J'aimerais faire une distinction entre ce qui relève des questions d'opinion, qui peuvent, comme vous pouvez le voir, diviser les politiciens, celle de savoir si la Constitution est bonne, elle n'est pas bonne, elle est belligérante ou quoi. Mais la réalité, du point de vue technique, et c'est ce qu'on a voulu faire ressortir aujourd'hui, c'est qu'une Constitution n'est jamais statique, n'est-ce pas? Lorsqu'on parle des mutations sociales, ça veut dire que la Constitution doit toujours être en adéquation avec le contexte politique, économique et social. Donc, qu'une Constitution, même si elle serait la meilleure du monde, il y a toujours des choses à revoir, il y a toujours des choses à changer. Et de ce point de vue, je pense qu'il y a des choses à changer dans la Constitution actuelle. Un échange a été engagé avec des participants qui sont des journalistes et des praticiens de droit. Les enseignants conférenciers ont déjà ciblé plusieurs articles à problème dans la Constitution en vigueur qui doivent être revus, élagués ou changés. Une autre brève sur un autre plan dans le cadre du développement stratégique de l'industrie minière en République démocratique du Congo. Le ministre de Mines Kizito Pakabomba a effectué le mercredi 4 décembre une visite officielle à Manono dans la province du Tanganyika. Ces déplacements marquent une étape clé dans le partenariat entre la République démocratique du Congo et Manono Lithium, un acteur majeur dans l'exploitation de ressources en lithium. Le ministre de Mines, qui était accompagné du directeur général de la cominière, Célestin Kibeya, partenaire de Manono Lithium, a réaffirmé l'engagement du gouvernement à accompagner cette jointe venture dans une exploitation responsable en harmonie avec les besoins de communauté et les normes environnementales.
Dans un autre registre, dans le domaine du développement de compétences, le mardi 3 décembre 2024, la PROCEM, l'Agence pour la promotion de classe moyenne, a clôturé avec succès sa session de formation sur les techniques statistiques et l'utilisation de logiciels SPSS et Stata du 14 novembre au 3 décembre. Cette formation a permis à 100 agents et cadres de l'agence de renforcer leurs compétences en matière de collecte de données et d'analyse statistique des outils essentiels pour promouvoir la classe moyenne en République démocratique du Congo. Dans Momat, et Giscard Tamba était sur place. Les formateurs, experts accrédités par l'Institut national de la statistique, ont guidé le participant à travers 2 phases essentielles. Une formation théorique sur le concept statistique et une phase pratique dédiée au logiciel SPSS et Stata. José Astémé a insisté sur la nécessité de cette formation pour les agents de la PROCEM. Nous avons montré aux agents de la PROCEM comment la statistique sera comme étant le pilier de base pour leur métier, de classifier la classe moyenne et de pouvoir identifier cette classe moyenne partant des enquêtes et de pouvoir, ou si je peux le dire, propager ou publier les résultats qu'ils auront à faire pendant leurs études. Lors de la clôture, Samuel Matemane, directeur général adjoint de la PROCEM, a salué l'engagement des participants et souligné l'importance de cette initiative pour l'avenir de l'agence. J'ai rencontré certaines autorités qui travaillent à l'Institut sud-africain de statistiques. Et nos amis de l'autre côté, grâce aux nouvelles technologies, ils sont capables de produire 281 études par an. Nous, à la PROCEM, nous sommes à peine à 5 études par an, mais grâce à une formation comme celle d'aujourd'hui, nous aussi nous ambitionnons arriver aussi au niveau à laquelle nos amis sud-africains sont et pourquoi pas les dépasser dans le long terme. Par ailleurs, il a insisté sur l'importance d'étendre les réseaux de la PROCEM à travers les 26 provinces afin de mieux refléter la réalité de la classe moyenne à l'échelle nationale. Les participants ont exprimé leur satisfaction à l'issue de la formation. J'ai trouvé la formation très bénéfique dans ce sens que ça nous a beaucoup aidé à pouvoir connaître beaucoup de choses qu'on n'a pas pu savoir avant que l'on fasse cette formation. Ce que je peux demander comme une recommandation plutôt, c'est d'organiser encore des formations vraiment très vraiment approfondies sur la statistique. Pour moi, surtout sur des logiciels appropriés sur la statistique et sur la collecte de données. Cette session a été un succès, non seulement par les compétences acquises, mais aussi pour son rôle déterminant dans la transformation des pratiques statistiques au sein de la PROCEM. Grâce à cette formation, les agents sont mieux préparés à remplir la mission fondamentale de la PROCEM, identifier et promouvoir la classe moyenne à travers la collecte et l'analyse des données fiables. En sport, la Ligue des champions de la CAF fera son retour ce week-end sur le pelouse africaine avec la 2e journée où 2 clubs congolais sont concernés. Simaniema Union recevra Oraja Athletic Club de Casablanca ce samedi 7 décembre au stade de Martyr. Le tout-puissant Mazembe sera reçu en Mauritanie par Al Hilal du Soudan. Blaise Kouzola nous en dit plus. La Ligue de champions de la CAF reprend ses droits ce week-end dans le pelouse africaine et 2 clubs congolais sont concernés par cela. 3e du groupe B avec 1 point après son match nul face à Mamelodi Sundowns en Afrique du Sud lors de la première journée. L'AS Maniema Union reçoit Raja Club de Casablanca, dernier du groupe avec 0 points. C'est samedi 7 décembre au stade de Martyr de Kinshasa. Cette rencontre entre dans le cadre de la 2e journée de la phase de groupe de la Ligue de champions de la CAF, précisément le groupe B. De son côté, le tout-puissant Mazembe s'est envolé pour Nouakchott, capitale mauritanienne, en transitant par Kinshasa et Casablanca, où il sera reçu par l'équipe soudanaise d'Al Hilal, qui reçoit ses matchs à domicile en Mauritanie suite à la situation de guerre qui sévit au Soudan. Avec 1 point après son match nul face à Mouloudia d'Alger au stade TP Mazembe lors de la première journée, une victoire s'impose pour les hommes de la Mindiaï.
Rappelons que Maniema Union et Mazembe sont les seuls représentants congolais aux interclubs de la CAF. L'information, c'est aussi au-delà de nos frontières. Madame, Monsieur, faisons place à la page internationale. La politique monétaire américaine de 2022 a renforcé le dollar, rendant le remboursement de dettes en devises étrangères plus coûteux pour le pays en développement. La dette de pays éligibles à l'Association internationale de développement a augmenté de 18%, atteignant 1100 milliards de dollars en 2023. Je vous propose de suivre cet élément. En développement, on paye 1400 milliards de dollars dans le cadre du service de la dette extérieure, accentuant la pression sur leurs économies et menaçant les investissements essentiels dans les secteurs sociaux. C'est ce qui ressort du dernier rapport sur la dette internationale de la Banque mondiale publié le mardi 3 décembre. Selon les documents, les taux d'intérêt se sont envolés à plus de 4% pour les prêts des créanciers officiels et à 6% pour les créanciers privés, un niveau inédit depuis 15 ans. Cette hausse a fait bondir les paiements d'intérêt à 406 milliards de dollars, pesant lourdement sur les budgets nationaux et limitant les dépenses dans les domaines clés tels que la santé, l'éducation et l'environnement. Les pays les plus vulnérables, notamment ceux éligibles auprès de l'Association internationale de développement, ont vu leur coût d'intérêt quadruplé en une décennie, atteignant 34,6 milliards de dollars en 2023. Malgré un contexte difficile, certains pays africains ont pris des mesures significatives pour gérer leurs dettes. En 2023, l'Éthiopie a suspendu temporairement les services de sa dette et entamé la restructuration de son obligation souveraine d'1 milliard de dollars. Le Ghana, quant à lui, a lancé un programme d'échange des dettes intérieures, réduisant ses coûts et allongeant la maturité des obligations. La Somalie a atteint le point d'achèvement de l'initiative pour les pays pauvres très endettés, ouvrant la voie à de nouveaux financements internationaux. Les poids de la dette extérieure en Afrique subsaharienne continue de croître avec un stock atteignant 864 milliards de dollars en 2023 selon les données de la Banque mondiale. Les services de cette dette représentaient 16% des recettes d'exportation et 4% du revenu national brut. Fin 2023, la dette extérieure totale des pays en développement atteignait 8500 milliards de dollars, soit une hausse de 8% par rapport à 2020. Les pays éligibles à l'Association internationale de développement, quant à eux, ont vu leur dette extérieure augmenter de près de 18% pour atteindre 1100 milliards de dollars, a indiqué l'institution. Notons que l'ONU prévoit que les services de la dette extérieure des pays africains atteignent 89,4 milliards de dollars en 2024, compromettant les capacités d'investissement nécessaires pour atteindre les objectifs de développement durable. Complétons à présent l'actualité en parcourant le journal paru à Kinshasa, c'est jeudi 5 décembre 2024. Revue de presse, sélection et commentaires de Don Momat. À l'occasion, écrit Forum de Zas, le président Félix Tshisekedi a adressé un message clair à son homologue américain Joe Biden lors de leur rencontre à Lobito en Angola. Fachi a insisté sur l'importance cruciale de la sécurité pour garantir la réussite de ces projets structurants qui relient la RDC à l'Angola. Dans un extrait repris par le phare, il a déclaré « Le corridor de Lobito est assurément un levier majeur de croissance, un modèle d'intégration régionale et une source de prospérité partagée. Je suis convaincu que grâce à notre coopération et à notre détermination, ce projet dépassera toutes les attentes et changera durablement la trajectoire de notre région. » À ces sujets, la référence plus fait également référence au soutien des États-Unis dans la souveraineté économique de la RDC. En effet, le Congo-Kinshasa, fortement dépendant du secteur minier, contrôlé par les étrangers et exposé aux fluctuations des cours des matières premières, a obtenu le soutien des États-Unis dans sa quête pour une plus grande souveraineté économique, alors qu'elle fait face à un faible développement industriel. Lors de la réunion multilatérale sur le corridor de Lobito, tenue le 4 décembre à Benguela en Angola, le président Joe Biden et Félix
Félix Antoine Tshisekedi ont discuté des relations bilatérales et du partenariat économique entre leurs deux pays. À cette occasion, Joe Biden a assuré que Washington appuiera Kinshasa pour lui permettre d'acquérir le moyen économique nécessaire à la gestion de ses intérêts vitaux. Comme l'a indiqué la Maison-Blanche, les deux dirigeants ont souligné la nécessité d'assurer un cadre favorable à l'attraction des investissements privés en RDC, notamment par une bonne gouvernance, la transparence et le renforcement de la souveraineté économique du pays, afin qu'il puisse exploiter ses vastes ressources au profit de sa population. Dans un autre ordre d'idée, le journal rapporte que Joe Biden a salué mardi dernier les efforts de médiation du président angolais João Lourenço. Ces derniers œuvrent pour faciliter un dialogue constructif entre Kinshasa et Kigali dans l'espoir d'aboutir à un accord de paix. Selon Africactu, cette question a été au centre des discussions entre Joe Biden et João Lourenço, soulignant que le partenariat entre l'Angola et les États-Unis s'étend au soutien à la paix et à la sécurité dans la région et au-delà. Enfin, concernant la crise à l'est du pays, Info 27 rapporte qu'une mission du Parlement panafricain consulte actuellement les acteurs majeurs congolais sur la situation sécuritaire qui touche la province du Nord Kivu. Plusieurs localités de cette région sont sous occupation rwandaise par les biais de ces supplétifs du M23. Cette mission d'information devrait aboutir à des conclusions qui permettront aux deux chambres du Parlement congolais et au Parlement panafricain de saisir l'Union africaine en s'appuyant sur les recommandations formulées par la délégation du PAP à l'issue de ces consultations. Fin de cette revue de presse. Merci à vous de l'avoir suivi et à la prochaine. C'était la revue de presse et nous sommes déjà à la fin de ce journal. Mais avant de vous quitter, voici le rappel de principaux titres. Une maladie d'origine inconnue a fait 27 morts à Pandi dans le Congo et a affecté près de 380 personnes. Que sait-on déjà de cette maladie? Tentative de réponse et cela a été dans ce journal. Lutte contre le banditisme urbain, la police multiplie les patrouilles et les arrestations de Kuluna. 22 d'entre eux ont été présentés à la presse. C'est jeudi 5 décembre 2024. À l'international, la politique monétaire américaine de 2022 a renforcé le dollar, rendant le remboursement de dettes en devises étrangères plus coûteux pour le pays en développement. Voilà, ce journal est complètement fini. Merci à vous, madame, monsieur, de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur votre chaîne Géopolis Télévision. Rendez-vous à 21h pour un plateau spécial sur la révision ou le changement de la Constitution avec Willy Kalingai qui reçoit Christophe Lutundula, ministre honoraire des Affaires étrangères et actuel sénateur. Portez-vous bien. Au revoir.